Donc de sauter une année et d'arriver donc en novembre 59 et vous demandez, pour vous, d'après ce que vous avez constaté, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Révolution? Ah oui, donc la Révolution Hutu, oui, donc je dis donc Daïndoa. Oui, simplement peut-être une petite question, vous parlez de Révolution Hutu, Oui. Est-ce qu'il y avait également des Tutsis qui n'étaient pas dans le système, qui avaient ce désir de changement, ou bien c'était uniquement les Hutus, et on peut parler de Révolution Hutu, ou bien c'est plutôt la révolution du petit peuple? À mon avis, c'était la révolution du petit peuple, mais il faut voir, en fait, ça a été une étincelle, mais je dirais, le brasier était préparé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous avons vu donc que Kigeri V a été nommé donc au moment des obsèques de son frère, son demi-frère Moutara. Et très vite, il n'a pas voulu traiter avec l'administration. Nous avons fait, et là j'ai assisté le colonel logiste, et il faut dire aussi qu'il y a eu des abus et des exactions donc à Libgami, à la résidence de Kiri. On y a maltraité des Hutus parce qu'ils étaient des Hutus. Mais donc très vite, donc, on a vu qu'il n'y a pas moyen de travailler avec lui parce que Lunard était omniprésent et même Kigeri, et moi-même j'ai été envoyé un jour pour discuter avec lui. Moi, vous devriez faire ceci, on ferait ça. Il me disait oui. Et puis il y avait Roukeba surtout, qui faisait non. Et puis il chargeait de vie, il dit non, je ne peux pas le faire, non, je ne le fais pas. Enfin, voilà. Donc, et les Hutus voyaient de plus en plus que, bon, ça ne l'est pas. Il faut dire aussi que dans la période avant, donc le 1er novembre, nous avons eu toute une série d'incidents provoqués par Lunard, par les Tutsis, pas par les Hutus, les Lunards. Donc notamment au Rukoma, des Hutus qui on disait bah, vous êtes pro-Soma, et ils se faisaient tabasser. Un barman Hutu, donc également Rukoma, eh bien on lui a détruit son bar. Parce qu'on dit, oui, tu es pro-Soma, donc tu es contre le Mohamed. Donc c'était ça. Donc il y a toute une série. Et nous avions des plaintes. Mais on dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Les chefs étaient, évidemment, ils protégeaient les gens. Et voilà, arrive alors donc cette étincelle, c'est-à-dire le 1er novembre, qui était un dimanche, donc 59, Bonimutkwa, et donc il a très bien écrit dans un document, il va à la messe, c'est à Bjimana, je pense, n'est-ce pas? Donc Bjimana, la mission de Bjimana pour le 1er novembre. Et en sortant, il y a un abbé qui lui donne un pas de porte, qui l'accompagne un peu, mais le supérieur était Tutsi. Et en cours de route, le supérieur envoie un cycliste pour dire à l'abbé qui l'accompagnait, il faut revenir tout de suite. Pourquoi il ne savait pas. Et donc il part, et Bonimutka, un peu plus loin, il est attaqué par plusieurs jeunes Tutsis qui le frappent, enfin il se défend, etc. Mais donc c'est là que ça commence. Mais qu'est-ce qui se passait? Donc, alors Bonimutka a porté plainte au commissaire de police de Gitarama, et il avait été envoyé par le chef de province, le chef d'Undiza Gashagaza, qui était un jeune chef que j'avais côté élite, moi aussi, que je connaissais assez bien, mais donc très vite, le bruit se répandait qu'il avait été frappé, attaqué, etc. Et localement, il y avait donc des Hutus qui disaient, mais est-ce que c'est vrai? Ils sont allés demander à Gashagaza
qu'est-ce qui se passe? Et Gaucho a dit, non, il leur passe rien. Mais il n'est pas rentré immédiatement, donc pas le jour, le premier, ni le 2. Et là, à Gitarama, parallèle à ça, il y a eu un incident où des Hutus ont attaqué la caféière et la bananerie de leur chef de province, du Malangala, à Gouma. Et donc, il y avait ce climat d'insécurité. Les Swahili du Rukoma étaient extrêmement pro donc Moami, si vous voulez, ou pro-Unard, étaient actifs aussi à dire aux Hutus, qu'est-ce que vous voulez commander ici, et vous n'avez rien à voir, et on vous coupe la tête si vous voulez lever la tête, etc. Donc il y avait toute une série d'incidents, surtout dans cette région-là. Et voilà donc que le 3 novembre, Bunyemut n'était pas encore rentré chez lui, et que des gens de sa sous-chefferie, des Hutus, parce que c'est à 99%, je pense, des Hutus dans cette province, parce qu'il y a une expression, quand on m'a rapporté, des sous-chefs sont venus me rapporter qu'il y avait eu cette attaque, ils ont dit, voilà, les sous-chefs sont prisonniers ou sont tués par les Hutus, il n'y a plus de Tutsis puisqu'il n'y a plus d'autorité. Donc pour eux, disant, il n'y avait que l'autorité qui était Tutsi et puis tout le reste c'était la population. Mais donc ils sont allés demander en délégation au chef Gachagaza à sa maison, te dire où est Bunyemut. Toi tu nous as dit qu'il n'y a rien, mais on nous dit qu'il a été tué. Et voilà. Et là, il y avait un sous-chef qui était chez lui, ou plusieurs sous-chefs qui étaient là avec Gachagaz dans sa maison. Il y a notamment Koussi qui était un frère de Bwanakweri. Bwanakweri était Rader, mais ce Koussi, Unard, qui est sorti. On dit, mais vous, petits Hutus, vous osez venir nous demander des justifications, mais pour qui est-ce que vous prenez? Il aura fait un dandon. Et là, alors, on a jeté des pierres, et voilà. Et là, ils ont attaqué la maison. Ils n'ont pas touché à Gachagaza, mais il y avait un sous-chef, un retraité, Matsiko, a été tué, parce que là, il y a une bagarre, et c'est là que c'est la révolte des Hutus. Alors, le chef, avec plusieurs sous-chefs et les Tutsis, et notamment le juge, les greffiers, etc., tous Tutsis, se sont réfugiés à la mission, chez les frères. Et ils étaient là. Et donc, voilà ce qui s'est passé donc, le 3 novembre. J'étais ce jour-là, de nouveau, j'avais été en route, je ne sais pas, je pense encore pour juger, et je rentre, et de nouveau, ma femme dit, il faut aller chez le résident. Je suis allé chez le résident, qui m'a dit, il se passe quelque chose, je pense que il y a des incidents graves à Gitarama. L'administrateur, il n'y avait pas d'administrateur, c'était un administrateur assistant qui était faisant fonction, en attendant qui est un administrateur que j'aurais dû être. Mais enfin, donc, bon. Et il a dit, voilà, vous allez à Gitarama, partez immédiatement, et vous prenez les dispositions, mettez de l'ordre, rétablissez l'ordre, vous avez plein pouvoir. Ça se passait comme ça. Moi, j'ai pris ma voiture, j'ai dit à ma femme, je pars, je ne sais pas pour combien de temps, ma valise, et je suis arrivé à Gitarama, donc ce fameux 3 au soir, et j'ai d'abord été chez Agouma, parce que je le connaissais bien, et j'estimais beaucoup le chef Agouma. Et il m'a dit, oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, on a coupé ma banarée, les Hutus sont en révolte, et bon, rien ne va plus, je ne sais pas si je peux rester chef. Bon, j'ai dit, ne vous en faites pas, je suis là, je vais prendre les choses en main demain matin. Et bon. Alors, je vais chez Reinhardt, qui était dans son lit, dépression nerveuse, parce qu'il était dépassé par tout ça. Et lui, dit, je ne sais pas, mais bon, les Hutus ne se laissent plus faire, il y a eu beaucoup d'incidents, les Swahili bougent. Voilà. Alors je dis, écoutez, je suis venu pour ça, je prends les affaires en main et je vais demander à la mission de me loger, pour avoir du logement. Et je sors, je dis, voilà, je sors, et
Et à ce moment, il pleuvait beaucoup, et c'était vers 11 heures, je pense, ce soir. Et voilà, il y a 2 sous-chefs d'UNISA qui arrivent chez l'administrateur pour Reinhardt, et ils me connaissaient parce que j'avais été 6 mois auparavant, j'étais leur administrateur, et ils me disent: ah, vous êtes là, bon, on est sauvés, chez nous c'est la révolution, on tue les Hutus, tue tous les Tutsis, etc. Il n'y a plus de Tutsis. Bon, on exagère. Ils étaient fort excités. Alors là, je me dis, bon, ben, je ne peux pas attendre jusque demain. Alors j'ai dit, bon, je vais y aller, je vais aller jusque-là. Et je dis, vous venez avec moi? Ah non, surtout pas, ben, nous, on a échappé, vous comprenez bien, ben, nous. Bon, voilà. Et bon, je me disais, bon, voilà. Je vais quand même jusqu'à la mission, et j'ai dit, parce qu'il y avait les médecins là, et j'ai dit, écoutez, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais y aller maintenant, c'est en pleine nuit maintenant, mais il faut envoyer un médecin et une ambulance, peut-être, parce que peut-être qu'il y a des morts, je n'en sais rien. Et il y avait un jeune assistant qui venait d'arriver, Vanessa, et j'ai dit, Vanessa, il faut me suivre, vous venez, ou bien demain, mais en tout cas, il faut suivre. Et je pars, mais j'étais dans ma voiture, je n'avais rien, hein, donc là. Et heureusement, je tombe sur une Jeep, un lieutenant belge avec 4 ou 5 soldats dans sa Jeep. Et je les arrête, et je dis, voilà, je vous réquisitionne. Au nom du résident, je réquisitionne, on doit y aller. Bon, ah bon, venez. Alors j'ai laissé ma voiture là-bas et nous sommes partis en Jeep. On a trouvé, en entrant au Disa, donc des arbres à côté de la route, on a mis de côté. Et voilà qu'on arrive à Nyabikenke, le chef-lieu de la chefferie. Eh bien, il y avait des flammes de huttes qui brûlaient, etc. Il y avait des Hutus qui dansaient, qui étaient en armes. Et quand ils m'ont vu, ils applaudissaient. Ils disent, voilà, maintenant l'administrateur est là. Donc. Et moi, je leur ai dit, j'ai eu ces paroles, si, dis l'État, c'est fini maintenant. Allez, calme, donc plus rien faire, dis l'État, je suis l'État. Mais il applaudissait. Et bon, je leur dis, et je me souviens, il y avait un Tutsi qui était blessé, qui était par terre, il n'était pas mort, mais il était blessé. Alors, je leur avais dit, je disais aux hommes, mettez-le dans la Jeep, je vais le conduire chez l'assistant médical. Il y avait donc un petit dispensaire, un Tutsi, évidemment, assistant médical. Et non, ça ne vaut pas la peine, on va tout de même. J'étais fâché, j'avais une lampe torche, et je dis, quoi, tu me réponds et tu refuses, et tu le feras. Non, je ne le fais pas. Bon, j'ai donné avec ma lampe torche un coup à la tête, et résultat, je n'avais plus de lampe. Mais ils ont pris le type, ils l'ont mis dans la voiture, je l'ai conduit. Mais l'assistant médical, il était barricadé chez lui, et j'ai frappé, et je dis, c'est Jasper, enfin, Bounodolu, parce que c'était mon nom indigène, et je suis là, mais non, je n'ose pas. J'ai dit, mais enfin, vous me connaissez, mais, non, ils vont me tuer. Mais j'ai dit, non, je suis là. Alors, oui, j'ai dû dire, ouvrez ou j'en fais enfoncer la porte. Alors, il a ouvert, je dis, voilà, le blessé, il faut... Bon, alors, bon, il a fait. Puis, j'ai dit, mais où est les chefs? Ben, là-bas, à la mission. J'étais à la mission, et là, ils étaient là, Gachagaza, les autres Chassagaza, que je connaissais très bien. Et il y en a un qui est tombé à terre, on est sauvé, vous êtes là. Mais bon, voilà, donc ça c'est l'essentiel. Puis on a continué, le lendemain j'ai été prévenir le résident, et le résident est venu, et nous avions cette attitude-là, il faut bien le dire, c'est fini, vous ne tuez plus personne, vous avez mal fait, vous serez puni pour cela, l'autorité doit être respectée, aussi votre autorité de chef, le chef sera rétabli dans ses pouvoirs. Et donc, Prudhomme l'a dit aussi, moi aussi je l'ai dit, en disant, bon, pour nous c'était nouveau, mais ça c'était pour eux inacceptable. Mais ils recevaient, donc ils acceptaient nos ordres, et le lendemain j'ai été chercher à la maison du chef, j'ai trouvé donc un mort, et voilà. Donc voilà ce que j'ai vécu là, mais il faut dire aussi, très vite, la contre-attaque est venue, et c'est venu de Lipgami. Donc, Durokoma, il contre-attaquait le Hutu, parce qu'il y avait l'ordre qui était donné, il ne faut pas se laisser faire, il faut le pouvoir. Et les Hutus sont alors allés au Bumbogo et tout ça, et ça s'est étendu, pas vers Nyanza tellement, mais surtout vers Ruwengeri,
où il y avait majorité Hutu. Donc voilà, et là, puis c'était devenu intenable. Hein, donc là, il n'y a pas eu énormément de morts parce qu'en fait, les Hutus ne tuaient pas facilement. C'était pas vraiment tuer pour tuer. Ils chassaient les Tutsis pour des propriétés en disant on ne veut plus de toi, etc. Où ils prenaient le bétail. Ça oui. Donc bon, c'était une jacquerie, disons. Mais la réaction de l'Ibgam était beaucoup plus forte, hein, donc, parce qu'ils ont dit il faut reprendre les affaires en main. Et là, on est allé voir le Mwami, enfin le résident, moi j'ai été aussi, le Mwami dit non, je vais reprendre moi les affaires en main, j'ai reconstitué l'ancienne armée, donc c'est-à-dire le fils de Nturu, dont le père avait été aussi chef des armées royales, et donc c'est un Kurangwa, je pense, un frère de Bwanakwiri, frère de Sekusi, qui a été nommé, mais nous avons dit, vous n'avez pas le droit, Mwami, non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous, de prendre les affaires en main, nous le faisons. Et alors, Logiste est venu avec du renfort, parce qu'on en avait besoin, et notamment des parcs-commandos belges, et en 15 jours, donc l'affaire était réglée, enfin, c'est-à-dire le calme était rétabli. Et est-ce que la population Tutsi était visée ou bien c'était uniquement les chefs et les sous-chefs qui étaient chassés? Non, aussi, malheureusement, les Tutsis aussi. Pourquoi? Parce que là, il y a eu des vols, bon, ils tuaient les vaches, hein, donc, où ils volaient les vaches, etc., du voisin, qui peut-être les avait nargués dans le temps, je n'en sais rien, mais il est évident qu'à ce moment-là, la fureur populaire, vous savez, donc non. Et au niveau des chiffres du nombre de victimes, est-ce que vous avez fait des... Moi, je ne connais pas. Moi, je n'avais pas d'échelle de... Non, nous avons eu des chiffres à l'époque. Moi, je ne sais pas, c'était quelques dizaines. Maintenant, il est possible aussi qu'il y a eu des choses qui ne nous ont pas été rapportées. Non, mais les Hutus ne voulaient pas tuer en tant que tels. C'est la répression par les Tutsis qui disaient il faut couper. Et là, il y avait des instructions, il faut couper la tête d'un Kayibanda, et nous avons dû le protéger. Hein. Et effectivement, nous avons, à l'Ibgami, il y a des gens qui ont été non seulement martyrisés, mais aussi tués. Ça c'est évident. Donc, mais le Mwami ne savait pas, il était dépassé. Hein, donc, mais les autres lui commandaient. Pour en revenir au Mwami, il a récemment déclaré une interview accordée à Colette Brackman que ce sont les Belges et non les Hutus qui ont mis fin à la monarchie Tutsi. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Oui, si vous voulez. C'est-à-dire que les Belges ont laissé faire, c'est évident. Donc, il y a la révolution, essentiellement, l'étincelle, c'est Bonyemut, quoi, mais les terrains étaient préparés. Ça, il faut se dire, on a très bien vu que Bonyemut, quoi, et Kayibanda avaient déjà préparé, pas pour faire une révolution, mais pour se dire, si nous sommes attaqués, il faut venir nous aider. Hein, et donc, on voyait que Bonyemut, quoi, donc il y avait comme des gens qui étaient prévenus pour aller voir le chef, oui, mais on est Moudko, etc. Donc ça a été certainement un peu préparé, mais pas pour faire une révolution, je ne pense pas. Mais de l'autre côté, oui. Donc, qu'est-ce que vous posiez là, donc Donc c'était savoir si c'était les Belges qui avaient mené, qui avaient mis fin à la monarchie, ou si c'était plutôt les Hutus. Oui, donc moi, j'étais pas là hein, quand... Non, nous avons très vite vu, et ça, j'ai assisté à des discussions de Kigeri, qu'il n'y avait rien à faire. Lui, il ne voulait pas, il ne voulait pas nommer, donc, qu'on nomme des Hutus, il ne voulait pas venir à Kigali parce qu'on a dit venez habiter à Kigali plutôt qu'à Nyanza parce qu'à Nyanza vous êtes entouré des unaristes, etc., des extrémistes. De l'autre côté, vous n'êtes jamais libre. Et en même temps, comme ça, là, on peut discuter et tout ça. Il disait non, je ne veux pas. Chaque fois, c'était... Bon, voilà. Mais, donc, on a bien vu, avec Kigri, il n'y a rien à faire. Mais, dans le peuple, la masse, même des Hutus, le Mwami était quand même encore le Mwami. Ils avaient encore le respect du Mwami. Et Lunar jouait là-dessous. Il disait, voilà, ce sont les Aprosoma, tout ça, sont les ennemis du Mwami.
Et il ne disait pas les amis des Belges, c'est les ennemis du Moami. Donc, bon, il ne faut pas le faire. Et les gens y croyaient. Mais enfin, donc ça s'est préparé. Et puis, les Hutus ont vu qu'avec Ygri, il n'y avait rien à faire, qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'on nomme un conseiller, parce qu'on avait pensé à Makuza de le nommer comme son secrétaire ou chef de son secrétaire ou son conseiller privé, etc. Tout ça, rien du tout. Alors les Hutus se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à faire, et Logiste est arrivé et a constaté que, en fait, Kayibanda a raison. Donc il a vu la situation en militaire d'abord, parce que nous étions mal pris là-dedans, parce que moi aussi, toujours dans cet esprit tutelle, c'est pas notre propriété, il faut respecter les autorités, il faut comprendre que les Hutus, ils ont droit quand même à participer, c'est ce que nous voulions, mais d'un autre côté, le Moami est le Moami, le roi, mais il n'y a rien à faire. Donc, et Logiste, très vite, il a dit, non, je dois rétablir l'ordre, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Et dès qu'il est arrivé, le résident m'a dit, Jaspers, vous serez l'officier de liaison entre moi et Monsieur Logiste. Ça, c'était le 7 novembre, donc il m'a dit ça. Alors, là, j'ai travaillé avec Logiste. Logiste a fait le point des choses. Il dit, voilà, les Hutus, et c'est normal, ils veulent participer, c'est la démocratie, on doit l'aider. L'obstacle, c'est le Moami, parce que derrière lui, il y a Lunar, mais sans le Moami, Lunar n'est rien, donc il faut obtenir du Moami qu'il cède et qu'il vienne, etc., et qu'il soit un Moami constitutionnel. Donc, on va demander au Moami qu'on constitue un conseil constitutionnel auprès de lui, et que lui, accepte que c'est le conseil qui prenne les décisions, et lui signe donc pour accord, mais il n'a pas voulu. On a fait des réunions, moi j'ai participé à des réunions avec Kayibanda. On dit, voilà, désigner 4 membres pour le Conseil constitutionnel. Kayibanda l'a fait. Le RADER, on a demandé à Lunar, bon, j'étais là, Roukeba, et Roukeba dit, oui, mais je dois réfléchir, je dois demander. Enfin, vous savez qui est-ce que vous voulez mettre là-dedans? Non, je dois réfléchir, et il me faut quelqu'un de Tchangougou, et celui-là, donc il me faut plusieurs jours. Le logiste a dit, on n'a pas le temps, alors décider. Alors finalement, le logiste a dit, écoutez, Monsieur Jaspers reste ici, moi je dois rentrer, mais ce soir, alors il vous donnera donc des indications, ou donc comme ça vous pouvez contacter vos gens et donner-lui la liste ce soir, et puis il me l'apporte demain, comme ça, donc on proposera ces gens au Moami. Et bon, après j'ai vu, Cuba a refusé, il a dit non, après il a dit non, je n'ai pas eu le temps, je ne veux pas, il ne voulait pas ça. Et donc, ça ne s'est pas fait. Donc, on a constaté. Donc, de ce côté-là, on voyait qu'avec le Moami, il n'y avait rien à faire. Kayibanda et tout ça étaient convaincus que le Moami, donc, il n'y avait rien à faire. Et ils ont fait, donc, préparer, si vous voulez, la fin de la monarchie, qui était dans l'ordre des choses. Ils l'ont préparé. Je n'étais plus là, parce que j'ai quitté au mois de mars pour aller à Kampala pour m'occuper de la résistance de l'ennemi extérieur, comme disait donc Logiste. Et c'était Lunar de l'extérieur, les Abadé-Ibuka, tout ça, parce qu'ils étaient là, donc Kayura, Rwangonga, etc. Ils voyageaient au Caire et tout ça, mais ils étaient centrés à Kampala. Vous parlez de l'extérieur, donc la révolution a fait beaucoup, donc notamment Lunar qui a fui, mais également tous les réfugiés Tutsis. Et vous demandez si vous avez fait des démarches pour régler le problème des réfugiés à ce moment-là, et pourquoi ça a bloqué, pourquoi après la révolution, il n'y a pas pu y avoir de résolution de ce là problème. j'ai une réponse. Donc pour revenir rapidement donc, à cette histoire, donc la royauté abolie, ce n'est pas les Belges qui le voulaient.
mais je suis certain que Logiste était au courant et qu'il a dit, bon, donc laissez faire, je pense, c'est ça. Donc, pratiquement dans ses mémoires, il les entend que, mais enfin, c'était une décision de Kayibanda et donc le groupe de Kitarama qu'on a dit, donc essentiellement, donc, à ce moment-là, on a dit oui, il y a comme rien d'autre à faire. On a eu le Rader, mais qui alors a fait défection. Bon, maintenant, l'ennemi extérieur, comme Logiste disait, donc c'était à Kampala. Eh bien, il y avait donc plusieurs réfugiés. Et le Mwami Mutara, il faut bien le savoir, avait préparé le terrain en vue, disons, de l'indépendance, de l'autonomie. Quand en 1957, il a fêté ses 25 ans de règne, donc j'étais administrateur à Nyanza, nous avons reçu, ou lui a reçu, et c'était une première, les 4 rulers, les 4 rois de l'Ouganda. Le Kabaka est venu, le Mukama du Toro, le Mukama du Bunyoro et le Mugabe de l'Ankolé. Donc voilà, ces 4 sont venus en délégation. Il y avait un 5e, mais ce n'était pas un roi, c'était un président, parce qu'il y avait un président de région, le Chabasinga. En ce qui concerne l'Ouganda, ce que donc le colonel Logiste parlait de l'ennemi extérieur, je voudrais un moment revenir en arrière, parce que quand le Mwami a donc, quand on a commémoré ses 25 ans de règne, il a fait venir ses souverains, ou les rois, ou les rulers, comme on disait, notamment de l'Ouganda. Il y avait aussi le Mwami de Mouché au Congo, mais on l'a très peu vu. Nous avons fait chez moi, en tant qu'administrateur, une petite réception pour ces rulers et le Mwami. Ça a fait plaisir au Mwami. Et là, j'ai fait la connaissance de M. Igoro, qui était le président des Abadahimuka. Et là, j'ai constaté que le Mwami, effectivement, avait déjà créé un cercle de relations en Ouganda. Non seulement avec les Kabaka, mais surtout avec ces Banyarwanda qui étaient donc expatriés en Ouganda. Il y avait également le Munyarwanda qui, en Ouganda, qui était un protectorat britannique, avait le plus haut grade en quelque sorte. Il était Assistant District Commissioner. Lui était reçu par le Mwami, il discutait. Je voyais à ce moment-là, tiens, il y a une relation spéciale. Et ils m'ont invité, si j'allais en Ouganda, de passer chez eux, parce que nous avions d'excellentes relations. Et effectivement, fin 1957, j'ai fait une semaine en Ouganda de voyage. Le Kabaka m'a reçu très gentiment, mais surtout Igiro, le président des Abanebeka, m'a montré l'université, Makerere University, et il allait être enseignant donc, de cette université. Et d'excellentes relations, mais là j'ai constaté que donc, le Mwami avait déjà établi des relations aussi avec quelqu'un, Bishop Charita, dont le nom reviendra plus tard, Bishop Charita, près de Masaka. C'était donc un bishop anglican, mais d'origine rwandaise. Et donc, plus tard, j'ai constaté, quand j'étais en Ouganda à partir du mois de mars 60, que ces relations s'étaient développées. J'avais aussi constaté qu'à la mort du Mwami, et je l'ai noté dans un rapport, j'ai revu Kalimuzo, donc cet Assistant District Commissioner, et Igiro. Et les relations, à ce moment-là, donc je les ai vus, ils étaient d'avis que c'est les Belges qui étaient responsables de la mort du Mwami, mais ne le disaient pas aussi ouvertement, mais ils étaient tout présents, il y avait des conciliabules le soir avec plusieurs Tutsis, bien entendu, des leaders donc, autour
du Mwami Kigeri, donc le nouveau Mwami. Et j'ai retrouvé ces gens en Ouganda. Maintenant, quelle était ma mission en Ouganda? Un, c'était de savoir un peu, c'est ce que Logis m'avait dit, mais ça n'avait pas été trop fort bien précisé, de voir un peu qu'est-ce qu'ils font là, les gens de l'opposition, donc qui avaient quitté le Rwanda, qui s'étaient réfugiés là-bas. J'avais une autre mission, c'est aussi de faire connaître aux Anglais et à ceux qui le voulaient, et notamment des Banyarwanda de l'Ouganda, ce qui se passait au Rwanda, et notamment leur donner des informations. Il y avait un grand besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Jusque-là, ils n'étaient informés que par l'UNAR ou les Abadimoka qui disaient les Belges, bon, etc., ils ont tué le Mwami, bon, tout ça. Et donc, je voyageais. J'avais un autre but et des possibilités, c'est d'encourager les réfugiés, parce qu'ils étaient assez nombreux, surtout en Ankolé et dans le Kigezi, donc au nord du Rwanda, ils étaient assez nombreux, des Tutsis qui avaient pris la fuite avec leur bétail, de les inciter à s'installer s'ils le pouvaient. Maintenant, le Mwami, le roi, si vous voulez, de l'Ankolé, qui s'appelait, donc son titre c'était Umugabe, c'était le Mwami, donc, me disait, moi je ne veux pas qu'il reste ici, d'ailleurs il n'y a pas de place, nous avons aussi des bétails, ces gens de bétail. Le Kigezi c'était difficile parce que c'était une population de Bantou, donc de Hutu, mais le taureau, le Mwami du Toura était d'accord, il dit, moi j'ai des terres vacantes, ils peuvent, et du gouvernement belge, je savais que je pouvais les aider, ils pouvaient obtenir des crédits pour s'installer. Et j'ai discuté avec les gens, et la réponse était, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, non, on va retourner au Rwanda. Je dis oui, mais si c'est possible, on attend, c'est pas possible maintenant, en attendant que finalement, et donc ils disaient non. Et parfois, quand dans des camps, je parlais avec les gens, je leur disais, écoutez, ici vous êtes des pauvres réfugiés, il faut essayer de vous installer ici, d'avoir une occupation, de gagner un peu, on peut vous aider, je peux demander aux autorités, etc. Ils disaient, ah oui, on veut bien. Et alors, quand je disais, bon, demain je viens, on va voir ça, et le lendemain c'était, non, on ne peut pas, donc, parce que les leaders, évidemment, ne voulaient pas que ce soit calmé. Il fallait maintenir cette possibilité. Résultat, vous le connaissez, n'est-ce pas? Donc en 1990, etc., donc, ben, ils sont maintenant au Rwanda, donc de force. Donc, pour eux, c'était décidé, nous retournerons au Rwanda, on va reconquérir notre Rwanda et notre place, et voilà. Donc, et l'idée de partager le pouvoir, est-ce qu'elle était envisageable aussi bien pour eux que pour les nouveaux leaders au Rwanda? Non, je ne pense pas, non. Les leaders au Rwanda ne pensaient pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien comprendre. Ce pays qui manque de terre, qui ne peut pas nourrir ses gens, dès que les Tutsis sont partis avec leur bétail, eh bien, les Hutus se sont jetés sur les Ibikiki pour le transformer en terre, pour gagner, pour planter, etc., pour pouvoir vivre. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, avec les arrangements d'Arusha, ça ne peut jamais. Moi, je n'invente rien. Moi, je dis, ça ne peut jamais marcher, Arusha. Vous ne pouvez pas faire... Même si on pourrait dire, c'est normal, les Tutsis, ben, il faut quand même qu'ils puissent revenir dans leur pays. C'est leur pays. Mais où? S'il n'y a pas... Vous n'allez tout de même pas donc les faire venir. Ils vont demander leurs anciens Ibikingi. Et les Hutus qui sont là, ils ont fait un lopin de terre de ça. Ils doivent en vivre. C'est pas pensable. Voilà, c'était ma conviction. Et j'ai été aussi loin d'aller le dire au ministère. J'étais déjà à la retraite, mais j'ai été au ministère, à M. Janen, qui était responsable du DES Rwanda. J'ai dit, mais ça ne peut pas aller, Arusha. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je leur ai dit, il y a un dicton Hutu qui dit, si tu donnes une place dans ta maison à un Tutsi,
en disant quelques jours, il est dans ton lit et toi tu es dehors. J'ai dit, et vous voulez les faire venir et encore installer de force cette armée au minimum 600 militaires Tutsis et les installer au cœur de Kigali et penser que les gens peuvent accepter ça. Ce n'est pas possible. Enfin voilà, donc... Je vous pose la toute dernière question par rapport à cette période. Si vous pouviez le refaire, est-ce que vous le referiez ou il y a des choses que vous feriez différemment? Oui, c'est très difficile de dire parce que, bon, maintenant, évidemment, j'ai d'autres informations. Moi, je pense que je ferai comme j'ai fait parce que, bon, nous avons bien travaillé et c'est pour ça que j'ai toujours bien travaillé avec les autorités Tutsis, tout en essayant d'améliorer, de dire mais il faut faire une place aux Hutus, c'est quand même normal, de réparer les injustices. Donc, je pense pas... Ce que je n'aurais peut-être pas fait, c'est comme, mais là j'étais déjà pas là, comme résident logiste, accepter que une fois que le pouvoir était donné aux Bahutus, accepter qu'on lâche toutes les vannes. Et je me souviens moi-même, quand j'étais adjoint du colonel logiste, j'ai été un jour me plaindre chez lui. J'ai dit, ben, écoutez, vous mettez en prison ou en résidence surveillée Kabandana, sous-chef de Kibouye, que j'ai connu très bien, que j'ai côté élite. Et parce qu'il est Tutsi, vous le mettez en résidence surveillée. Il est probablement une art, mais il faut le comprendre. Je dis, ça, je ne suis pas. Alors il dit, c'est décidé, il faut le faire. Bon, je pourrais dire. Monsieur Régnier, qui a été l'adjoint de logiste, d'abord enthousiaste de travailler, on dit voilà, on donne la chance au Hutu, il faut la démocratisation. Après, il a été malheureux parce qu'il voyait que Kayibanda, une fois qu'il avait le pouvoir, eh bien, il n'y avait pas de limite non plus. Il n'était pas plus démocratique que les Tutsis, hein, donc il faut bien le dire. Maintenant, ça, c'est un peu la mentalité africaine, il faut le dire. Je le dis par ailleurs. Un chef africain ne partage pas le pouvoir. S'il est chef, il peut tout faire. Et c'est lui qui décide et il fait tout. Et s'il ne peut pas tout faire, c'est qu'il n'est pas un vrai chef. Et je donne un exemple parce que je le cite toujours. J'ai bien connu le premier évêque noir, non, le premier cardinal noir, Monseigneur Rugambwa, donc évêque de Bukoba, qui a été ensuite primat de Tanzanie. Et quand j'étais ambassadeur là-bas, je m'entendais parfaitement avec lui parce qu'il parlait de Kinyarwanda, etc. Donc il était de Bukoba. Eh bien, donc à ce moment-là, il y avait une tendance à dire oui, mais enfin, il prend de l'âge, etc. Et l'archevêque de Tabora, que je connaissais bien aussi, m'a dit un jour, normalement, je devais être son évêque coadjuteur pour prendre sa place plus tard. Mais il ne veut pas parce qu'un chef, qu'il soit cardinal ou évêque ou chef ou roi, ne peut pas mettre à côté de lui quelqu'un qui peut prendre sa place. Ça n'existe pas. Eh bien, c'était donc là-bas, c'était la même chose. On ne partage pas le pouvoir. Et ce qui me fait dire, moi, maintenant, je ne vais pas être désagréable, mais je dis, voilà, on a aidé les Hutus à arriver à avoir la démocratie. On leur a permis d'avoir le pouvoir. Ils l'ont fait. Ils ont eu l'indépendance. Qu'est-ce qu'ils en ont fait par la suite? Il y en a qui disent c'est de notre faute. Moi, je dis simplement, regardez ce qu'ils en ont fait. Moi, je ne suis pas heureux de ce qui se passe au Rwanda, parce que je me dis, les Tutsis ont pris tout le pouvoir de nouveau. Voilà, donc c'est simplement dire, donc là, la suite, je peux le comprendre, mais ça, peut-être, est-ce qu'on aurait dû être plus prudent, puisque vous me demandez, qu'est-ce que vous feriez? Je pense qu'on aurait dit, peut-être, il faut partager un peu le pouvoir, ou tout, on vous donne une place, mais enfin, n'expulsez pas un Tutsi qui n'a rien fait, il faut... C'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'on a perdu Bwanakweli, qui s'est retourné contre nous à la fin, et qui a dit, mais non, la royauté, vous l'avez démolie, il ne fallait pas, les Belges sont responsables, etc. Et les Belges ont
trouvé que c'était quelque chose, c'était presque une trahison de sa part, alors que nous l'avions sauvé quand il était en difficulté avec Moutar Abayouvou sur Vumba, et il a dû quitter, il a demandé un job à Oussoumbra. Voilà donc ce que je voulais dire. Un tout grand merci pour cette interview et pour ce témoignage très très précieux.